Donc, nous avions rencontré au préalable nos panélistes euh, et et donc, nous avons identifié, je pense que nous avons identifié des questions qui sont très intéressantes. Donc, après, je vais les lire. Après, je vais demander à chacun des panélistes, en fait, de prendre quelques minutes de point de vue de leur perspective pour se présenter ensuite pour répondre aux questions. Alors, la première question, c'était que nous a enseigné la pandémie par rapport à l'équité en matière de santé et sur la santé publique? Donc, c'est pour ça que je mentionnais le nombre de personnes qui venaient de la santé publique. Et la deuxième partie de la question, c'est comment pouvons-nous faire fructifier ces enseignements à l'avenir? Parce que le titre de la présentation aujourd'hui, c'est Aller de l'avant. Donc, qu'est-ce que nous enseigne la pandémie? Et vous pouvez aussi utiliser la boîte de conversation pour partager vos pensées, vos remarques, vos commentaires ou vos questions par rapport à ça. Donc, je vais commencer par donner la parole à On Ruckert, qui est associé de recherche principal à l'École d'épidémiologie de santé publique de l'Université d'Ottawa. Il est aussi le coordinateur de la recherche pour le réseau Global One Health. C'est récemment, il a publié un article et je pense que c'est sur la base de cet article qu'il va partager avec nous aujourd'hui, qui était intitulé La réponse de la politique canadienne à la COVID-19, qu'est-ce qui correspond à cela en équité de la santé? Donc, merci de faire tes commentaires par rapport aux leçons que nous avons apprises de la pandémie et comment nous pouvons faire fructifier ces enseignements. Donc, merci Claire pour cette présentation. Et merci de m'avoir invité à cette conversation aujourd'hui. Je veux reconnaître que la terre sur laquelle je me trouve, c'est la terre, le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe Aglo-Kakan. Je vais faire 3 points ici, mais avant de répondre à cette question spécifique, je veux juste indiquer que vous pouvez trouver le rapport que Claire a décrit sur le site Internet de Global One Health. Et je veux aussi mettre ça dans la boîte de conversation parce que c'est important de partager ce genre de résultats. Donc, c'est un article assez long, mais il y a quand même un résumé, en fait, de quelques pages. Donc, avant de commencer, donc, je veux parler un peu de ce que nous avons appris de la pandémie. Donc, la première, à mon avis, c'est que les pandémies sont difficiles à contrôler. Dans un contexte d'inégalité en termes de santé, on peut le voir ça dans les données internationales. Donc, les pays, les régions qui sont aux prises, en fait, d'inégalité des pays ont vraiment eu de pires résultats que des pays qui ont, en fait, des sociétés plus équitables et de plus grands réseaux de soutien. Donc, 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 on peut voir que, par exemple, les pays qui ont plus de revenus, mais qui ont plus, en fait, qui ont en fait une plus grande inégalité, comme les États-Unis, le Brésil, ont eu des résultats pires, en fait, que des pays scandinaves où il y a moins d'inégalités en termes de santé. Mais nous avons aussi découvert que dans les pays, les populations qui ont moins de revenus sont plus exposées à la COVID-19 et en fait ont un plus gros taux de mortalité. Donc, par exemple, au Canada, les communautés qui ont plus de chômage ont vraiment été surreprésentées en fait dans les chiffres de la COVID-19. Donc, il est important de mentionner que ces communautés-là sont celles à représenter, non seulement dans la réponse à la COVID-19, mais aussi en fait dans les inégalités sociales de la société. Donc, cela m'amène à mon prochain point, c'est que nous avons besoin de plus de données pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe dans les communautés rationalisées. À Canada, nous avons besoin en fait de pouvoir comparer en fait plusieurs ensembles de données pour pouvoir avoir plus d'informations qui sont utilisables en fait dans les communautés racialisées, dans les communautés en fait démographiquement défavorisées. Donc, je pense que nous n'avons pas suffisamment. Et en fait, mon point final, c'est nous avons besoin de cibler le soutien pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, peut-être nous n'avons pas eu le temps de le faire auparavant, mais je pense aux communautés autochtones qui sont vraiment confrontés à des défis uniques pendant la communauté. On reçoit moins de soutien financier que
les communautés allochtones. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas bien dans cette relation entre ceux qui sont le plus frappés, qui ont le moins de ressources. Donc, la deuxième question, c'est comment pouvoir faire fructifier ces enseignements. Pour moi, la manière la plus facile, c'est d'investir de vraiment important pour améliorer les déterminants de la santé. Donc, nous avons besoin à intervenir. Donc, par exemple, investir dans le fait que par exemple, par le fait que la plupart des Canadiens, s'ils perdent en fait leur emploi, ne vont pas recevoir de l'assurance emploi. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir réviser en fait ce problème en fait d'assurance emploi. Et donc, cela, ça s'est montré, par exemple, dans la réaction en fait avec en fait l'allocation qui a été attribuée en fait aux Canadiens qui ont perdu leur emploi. Et donc, ça a montré à quel point c'était important parce que c'est l'un des plus grands, investissements en termes sociaux, en fait. Et donc, nous savons qu'une fois que, avec cette allocation, en fait, cela a un impact positif sur les autres déterminants de la santé, comme par exemple la sécurité alimentaire. Donc, on a souvent dit en fait que la sécurité alimentaire a été un défi pendant la pandémie. En fait, si on regarde nos données collectées par les banques alimentaires Canada, on voit qu'en fait, la sécurité alimentaire a augmenté. Mais le changement que nous devons voir, ce n'est pas juste par rapport au fait d'augmenter le revenu, c'est il faut vraiment revoir la structure en fait de notre société donc nous avons besoin de mettre en place des investissements sociaux importants qui ont été détruits en fait par les dernières décennies en fait de politique d'austérité. Et donc pour donner un exemple qui est vraiment important pour donc, l'impact en fait de l'austérité, savez-vous qu'en Ontario, il y a la moitié des lits d'urgence que ce qu'il y avait il y a quelques années. Et donc, ça a vraiment réduit la capacité au cours des 40 dernières années. Cela, et je pense que la crise aurait été moindre si nous avions maintenu en fait nos propres capacités d'accueil en fait dans les sections d'urgence de l'hôpital. Et donc, je pense que si la question se pose de savoir, mais comment financer en fait cette infrastructure en santé, je pense que c'est très simple, c'est en révisant en fait la structure des impôts parce que, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, par exemple, les PDG en fait ne payent pas d'impôts au Canada. Souvent, ce qu'ils font, euh, donc, c'est qu'à cause de la structure, c'est que leur revenu, en fait, c'est sous forme d'actions. Et donc, la manière dont les impôts sont structurés, c'est fait qu'ils ne payent pas, en fait, d'impôts au Canada. Donc, les PDG ne payent pas de revenus sauvegarde de leurs revenus ici au Canada. Et donc, ça montre à quel point notre système d'imposition est vraiment devenu très injuste. Donc, il y a des paradis fiscaux, des systèmes pour d'évasion, en fait, des impôts. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas ainsi généré la capacité de l'État à investir, en fait, dans ces infrastructures sociales importantes afin de pouvoir résoudre, en fait, ces problèmes d'inégalité sociale en santé. Donc, si on veut avoir de l'équité en santé, il faut générer les ressources nécessaires pour avoir les investissements sociaux. Nous avons besoin, donc nous devons aller au-delà de la santé publique pour pouvoir faire un plaidoyer auprès des secteurs qui ne sont pas en santé pour pouvoir déployer un avenir qui soit juste pour tout le monde. Donc, cela veut dire que la santé publique doit devenir un acteur politique plus ouvert en termes de messages afin de lier en fait les besoins en santé publique avec l'investissement social pour pouvoir avoir une structure d'impôt qui soit plus équitable. Et aussi, cela veut dire qu'il faut s'intéresser en fait au rôle du gouvernement pour et que s'assurer qu'en fait que tous les niveaux de gouvernement travaillent de manière synchronisée afin de mettre en place une politique de la santé qui soit équitable pour tout le monde. Donc, merci Arnaud pour cette réponse qui est très complète. Donc, j'ai reçu une nouvelle de Soumet et Louis. Donc, si on peut demander de parler un peu plus lentement. Donc, ils vont pouvoir en fait continuer à suivre ce qui est dit. Donc, on m'a dit que l'équité, c'est important, les données sont importantes et il y a des solutions. Donc, merci beaucoup, Arnhem.
Donc, Louis, je vais donner la parole. Donc, comme je l'ai dit, il est dans le sein de notre conseil consultatif et est un leader en santé, en équité de la santé au Manitoba et aussi au Canada. C'est un leader sage et il partage toujours vraiment une perspective qui est orientée en fait sur les actions. Donc, Louis, de ta perspective, qu'est-ce que la pandémie nous enseignait en termes de la santé publique et de la pandémie? Et donc, comment nous allons faire fructifier ces enseignements à l'avenir? Donc, merci beaucoup, Claire, et merci beaucoup, Anne, pour ces paroles, parce que j'ai pris beaucoup de notes, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir, basées sur ce que tu viens de réfléchir par rapport à ce que tu viens de partager. J'en suis vraiment reconnaissant. Donc, j'ai travaillé en fait avec plusieurs communautés pendant toute ma vie d'adulte et pendant toute ma carrière professionnelle. Et ce voyage m'a permis en fait d'aller dans plusieurs communautés avec plusieurs parties prenantes, avec plusieurs cercles d'attention, avec plusieurs niveaux de réflexion. Et donc, ce à quoi je reviens toujours, c'est que j'essaie toujours de me positionner euh, en périphérie, parce que un de mon nom, c'est que je suis l'homme buffle, donc c'est un de mes devoirs de m'asseoir en fait en périphérie pour être un peu à distance de ce qui se passe au centre, afin d'être un observateur et afin de pouvoir réfléchir à tous ceux qui font le travail. Et donc, afin de trouver des solutions qui sont afin de trouver des solutions qui sont durables pour elles-mêmes. Et donc, comme j'écoute pour cette conversation, et je réfléchis à ces questions qu'ils nous ont posées, afin que nous puissions en fait nous attaquer à ces questions et nous puissions réfléchir à cela. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ce n'est pas la première fois pour les gens qui vivent en périphérie de notre société qu'ils ont été confrontés à cela. Donc, quand je réfléchis, je pense, quand nous avons commencé à avoir cette conversation il y a à peu près un an de cela, pour les communautés marginalisées, euh, il y a quelque chose qui ont émergé. Donc, les premières réponses qu'on a vues, en fait, dans les communautés marginalisées avec lesquelles j'ai correspondu, c'est que ils disaient, ben, nous n'allons pas vraiment être affectés parce que nous sommes déjà marginalisés, surtout pour les gens qui, de manière géographique, sont en fait en périphérie, en fait, des centres urbains. Et, et donc, euh, et donc j'ai vu cela, en fait, au moment de SIDA, où les populations autochtones pensaient qu'en fait, ils étaient en sécurité parce qu'ils étaient en périphérie. Mais ça, c'était un faux espoir, hein, parce que nous avons réalisé, en fait, que la géographie ou l'éloignement géographique n'est pas un mur. En fait, malheureusement, c'est très poreux. Et en fait, donc, une fois que les gens sont dans le cercle, les gens sont vraiment, il y a un gros impact sur les personnes. Et la pandémie, en fait, est une autre de ces situations qui a eu le même genre d'impact. Et l'autre chose que j'ai entendu des peuples autochtones au début, c'est qu'ils n'étaient pas au contrôle des solutions qui étaient prises. Donc, ils dépendaient, en fait, d'autres personnes. Ils dépendaient de leur générosité. Il fallait que les autres personnes pensent à eux. Et donc, eux, ce qui se passait, c'est qu'il fallait qu'ils continuent à se battre pour prendre la parole. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, ils continuent à se battre pour leur dignité, pour, euh, pour le sentiment d'avoir du contrôle, d'être autonomisé. Et donc, ce n'est pas une nouvelle bataille. Donc, c'est une bataille continue. Et donc, c'est une série d'interactions avec les personnes qui ont le pouvoir, qui ont le contrôle et ceux qui ont l'accès aux prises de décision et aux ressources. Et donc, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, les peuples autochtones et aussi les communautés marginalisées, des fois, on leur demande leur avis, des fois, on leur demande leurs conseils, mais ils sont vraiment jamais au contrôle, en fait, des solutions. Ils ne sont jamais ceux qui prennent les décisions. Ils n'ont jamais, en fait, le pouvoir de mettre en œuvre directement les solutions avec les ressources dont ils ont besoin. Donc, ils sont toujours en périphérie par rapport aux ressources dont ils ont besoin à cause de l'inégalité, en fait, qui est dans leur vie et qui est dans leur communauté. Et donc, c'est une des choses, des leçons que nous avons apprises et c'est ce que nous avons réalisé dans le sein de ces conversations que nous avons eues, hein, au sein d'autres conversations aussi. Donc, c'est que c'est vraiment un défi pour les gens qui vivent dans le cadre de la marginalisation, qui vivent dans la marginalisation qui est liée à la race, à la race et qui est liée à la colonisation. Et donc, et j'espère une des choses que la pandémie a éclairé, c'est la structure, c'est, ce sont les piliers et les fondements de la colonisation dans ce pays qui existent encore
et qui, dans le temps de crise, on voit, on réagit tellement rapidement que les gens au pouvoir, en fait, n'ont pas le temps de cacher leur perspective et de les cacher, en fait, sur un langage qui est très fleuri. Et donc, ça expose de manière très clairement ce euh, qui se passe. Et donc, quand, par exemple, les Métis ne sont pas considérés comme étant des peuples autochtones au Canada, là, on se rend compte qu'il y a vraiment une fondation très raciale aux décisions qui sont prises dans ce pays. Et donc, ils doivent se battre juste pour être assis à la table de conversation. Et donc, cela prend tellement d'énergie. Et nous savons vraiment beaucoup dans ce pays qu'il y a vraiment beaucoup de colonisation structurelle qui existe dans le terme dans le cadre d'établissement des politiques. Et nous voyons que l'argument de longue date en termes de, de manque de ressources et la raison et qui dit que c'est pour ça, qui explique en fait pourquoi il n'y a pas d'actions qui sont prises, en fait, n'est pas une vérité. Donc, parce qu'on voit que pendant la pandémie, l'argent s'est manifesté. Donc, nous avons vécu de la pandémie depuis longtemps pour tellement de problématiques. Donc, par exemple, quand on voit que 50% de la communauté n'ont pas accès à l'eau potable, on leur dit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour l'eau potable, mais tout d'un coup, quand ça affecte la majorité, tout d'un coup, l'argent apparaît. Donc, euh, donc, c'est vraiment très intéressant. Et les peuples autochtones et et aussi, j'espère aussi que la communauté élargie s'en est rendu compte. Donc, quand on parle d'avoir plus de données, je pense qu'une des choses qui va nous donner accès à de meilleures données, c'est vraiment le besoin que nous avons, en fait, d'arrêter et d'écouter au lieu de parler en tant qu'institution, en tant qu'organisation, en tant que leader. Donc, quand nous écoutons, quand nous nous arrêtons, c'est là que nous entendons la vérité. Ce n'est pas quand nous sommes en train de parler et de marcher parce que nous pensons en fait que nous sommes en train d'écouter, mais nous sommes en fait en train de mouvement. Donc, en fait, pour vraiment entendre, il faut s'arrêter et écouter de manière profonde parce que dans ce moment de calme, il y a l'espace pour que d'autres personnes se sentent confortables et en sécurité afin de partager leur vérité par rapport au pouvoir. Et cela va aussi créer des opportunités pour nous de devenir des alliés. Et donc, ça, c'est vraiment très important et dans notre apprentissage et pour aller de l'avant. Donc, il faut vraiment créer un sentiment d'alliance en relation avec les personnes qui ont été marginalisées encore à travers la pandémie et par rapport aux vulnérabilités qui ont été exposées. Et donc, parce que la reprise va être beaucoup plus difficile pour les personnes qui sont en périphérie, que ce soit les individus ou ce soit des communautés. Et donc, l'autre chose que je voulais mentionner par rapport à cela, donc, c'est que les données doivent renforcer le pouvoir en fait des communautés au lieu des individus en fait. Et donc les solutions ne peuvent pas être individualisées. On ne peut pas dire à une personne tu es responsable de ta reprise. Donc si tu n'y arrives pas, c'est ta responsabilité. Donc parce que nous appliquons, c'est un discours qui s'applique à beaucoup d'individus et à la communauté autochtone et donc, euh, ils n'ont pas de soutien et ils n'ont pas en plus la possibilité de prendre des décisions, de prendre le contrôle sur leur propre vie. Donc, je pense que la pandémie va continuer à nous montrer, va nous enseigner des choses, nous devons les écouter. Et nous sommes les historiens de la santé publique. Donc, ce que nous écrivons aujourd'hui devra avoir du sens demain, ne devrait pas juste être un reflet du passé, mais ça devrait devenir un appel à l'action. Et chaque mot que nous utilisons pour encourager les gens à aller de l'avant. Et donc, en utilisant en fait les preuves scientifiques, mais aussi en partageant les histoires en fait des histoires en fait qui s'appuient sur cette preuve scientifique. Donc, je pense que nous aurons l'occasion un peu plus de parler spécifiquement de certains des éléments. Donc, merci tellement, Louis. Cette notion, c'est le fait d'écouter, de mieux écouter en fait les données et l'information que nous avons grâce à ces données. Donc, c'est un thème récurrent dans toutes ces conversations. Donc, pas seulement le fait d'entendre, mais d'écouter profondément, mais de s'arrêter, de prendre une pause. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, je vais passer maintenant la parole à Soumé, mais je vais en fait poser la question aux participants, en fait, de réfléchir en fait à des questions et de commencer à utiliser la boîte de conversation pour poser les questions. Euh, donc, Claire Gorman une de nos expertes, en fait, en traduction de la connaissance, va en fait surveiller, en fait,
la boîte de conversation, elle va prélever certaines des questions. Donc, euh, donc Soumé, en fait, elle travaille au SCNDS, donc elle est une spécialiste principale de l'application des connaissances. Donc, elle a organisé notre première série de conversations au printemps dernier. Donc, vous allez la voir dans ces vidéos. Donc, et à partir de ces webinaires, sous sa direction, nous avons publié un document intitulé Back to Better. Donc, c'est une expression que venait en fait un des orateurs pendant cette série de conversations, donc sur comment amplifier l'équité en matière de santé et les perspectives des déterminants de la santé pendant la pandémie de la COVID-19. Donc, Soumé, je vais te demander de répondre à cette question. Quelles ont été les leçons apprises pendant la pandémie sur l'équité en matière de santé et sur la santé publique et comment pouvons-nous faire fructifier ces enseignements? Donc, je te donne la parole, Soumé. Merci Claire, bonjour tout le monde. Donc, ça me fait vraiment plaisir de donc, je suis en fait, je vous appelle de Montréal, en fait, qui est le territoire traditionnel de Kainan-Kahaka. Donc, vraiment, ce sont des excellentes questions pour promouvoir cette conversation. Donc, moi, ce que j'ai entendu des deux autres panélistes, ça me fait dire que, euh, donc, je vous parle en fait de la perspective de Stuart Hall, qui était un fait sociologue, qui disait que les crises sont un moment de changement social, mais la nature du changement n'est pas donnée. Donc, c'est sûr que nous sommes dans une période de changement et nous avons tous fait une expérience différente de la pandémie. Et, et je me rappelle que c'est pas juste des mots, mais il y en a vraiment la vie réelle. Donc, c'est sûr que notre travail a changé, parce que nous avons d'autres responsabilités familiales, et certains d'entre nous ont perdu des personnes à la pandémie de la COVID-19. Donc, moi, je sais que j'ai perdu des gens, donc ce ne sont pas juste des conversations, donc ce sont vraiment des conversations qui ont un impact sur nos vies, vraiment. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que nous sommes en train de vivre une série de pandémies. Donc, il y a la pandémie de la COVID-19 qui continue, la colonisation, le racisme et la logique néolibérale qui a vraiment défini comment notre société et nos économies sont organisées. Ce sont des choses qui ont vraiment créé la pandémie 19. Et donc, une fois que la pandémie sera partie, ces choses-là vont rester. Donc, pour moi, par rapport à la question de comment nous allons repenser en fait le système de santé qui a été mis en place, donc comment allons-nous créer plus d'équité dans ce système-là, je pense que c'est une des choses auxquelles je voudrais répondre. Donc, une des choses que nous avons apprises, c'est cette croissance dans la réaction contre le racisme global. Donc, ça a vraiment été une opportunité parce que la plupart d'entre nous ont vécu l'impact par la pandémie aussi, la lutte contre le racisme. Donc, ça fait partie maintenant de notre conscience publique. Et aussi, je pense que nous avons montré, c'est que plusieurs d'entre nous ont des privilèges à différents niveaux. Donc, c'est sûr que, et c'est important c'est pour ça que c'est important de mettre en place ce changement. Donc, c'est sûr que nous ne voulons pas un changement par rapport au racisme systémique. Il faut qu'en fait que les Caucasiens en fait s'impliquent dans cela. Et donc, euh, il y a aussi plusieurs personnes en fait qui vivent des privilèges, mais qui vivent quand même l'impact en fait des autres pandémies. Donc, je pense que cette prise de conscience croissante est importante. Mais l'autre chose qui est importante aussi, et c'est ce que la pandémie nous a appris, c'est que en tant que domaine, nous n'apprenons pas vraiment de notre histoire parce que les pandémies ne sont pas une chose nouvelle en santé publique. Nous avons vécu des pandémies auparavant. Et donc, si vous passez à travers l'historique des pandémies, ce qu'on voit de manière consistante, ceux qui sont en périphérie sont toujours les plus affectés. Et donc, si nous réfléchissons par rapport à certaines des conversations que nous avons organisées l'année dernière, donc c'est quelque chose qui avait été mentionné très clairement. Donc, Louis, Jonas, c'était Claire, se sont joints à nous. Et il y a des gens qui sont aussi dans ces conversations qui étaient déjà là. Et donc, ce qui a émergé clairement, c'est que nous, nous voyons en fait nous voyons ce que nous avions prédit en fait à ce moment-là. Donc, si je me rappelle, certains des commentaires qui étaient là, et c'est quelque chose que nous voyons encore aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de questions par rapport à la pandémie sur la mise en place du vaccin. Est-ce que nous avons une perspective de l'équité? Pas vraiment. Et donc, je voyais des communautés, en fait, qui sont en train de demander à être la priorité en termes de déroulement des, le déroulement en fait de l'implantation du vaccin. Je sais qu'il y a plusieurs associations qui travaillent avec le gouvernement et la santé publique pour
trouver des solutions en fait au déroulement en fait des vaccins pour pouvoir gérer la méfiance en fait que les communautés ont par rapport au système. Donc, ma question, c'est pourquoi, en tant que système de santé publique, pourquoi nous n'avons pas eu cette conversation auparavant? Pourquoi nous avons dû attendre à ce que les communautés en fait posent ces questions, même au milieu de la pandémie? Et donc, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, et c'est ce que la communauté m'enseigne, c'est l'importance de la communauté de la résistance communautaire. Et donc, dès le début, en en l'absence, en fait, d'une réponse concertée du gouvernement et de la santé publique par rapport à l'équité, nous avons vu que les communautés se sont rassemblées par rapport à un soutien mutuel. Donc, je ne pense pas que le soutien mutuel peut remplacer, en fait, l'intervention continue du gouvernement, mais nous avons quand même vu voir comment les communautés ont pu créer des solutions pour pouvoir répondre à leurs propres besoins. Et aussi, il y a eu de la résistance communautaire. Donc, une des formes de résistance que nous avons vues, c'est par rapport à la collecte de données. Donc, moi et d'autres collègues et d'autres personnes, en fait, ont demandé, en fait, qu'il y ait mieux de données désagrégées. Donc, mais une des questions qui reste, c'est qu'est-ce que font les données? Et donc, en tant que domaine, nous devons comprendre que les données sont un seul des facteurs qui influencent les décisions. Donc, la preuve qui est recueillie par rapport à des données spécifiques, quantitatives. Donc, je pense que c'est ce qui indique, c'est ce que nous voulons dire par données dans cette conversation. Ce n'est pas suffisant pour changer la prise de décision. Et donc, dans l'article, ce dont nous avons parlé, qui a émergé dans la conversation l'année dernière, c'est vraiment de s'appuyer sur les théories systémiques et pour pouvoir voir comment des gens peuvent utiliser cette opportunité politique. Et donc, afin de pouvoir changer en fait le processus de prise de décision. Souvent, en santé publique, nous disons souvent nous devons collaborer avec d'autres secteurs, mais il y a des choses qui sont dans notre domaine. Est-ce que nous le faisons déjà? Et donc, une des opportunités pour nous, et donc, je pense que quelque chose qui a été manifesté très clairement, c'est qu'au sein de la santé publique, nous devons nous investir en fait dans l'infrastructure de la santé publique qui s'appuie vraiment sur la structure de la santé, donc comment nous formons en fait les praticiens en santé et ceux qui prennent les décisions en fait santé afin de déterminer comment s'utiliser nos ressources en santé publique afin de participer en fait dans le plaidoyer en santé publique. Je vais vous donner un exemple et donc c'est quelque chose que nous avons vu en fait. Nous avons vu en fait que les données qui ont émergé par rapport à l'inéquité et donc, vous pouvez voir sur leur site Internet, vous pouvez le voir en fait vous-même. Et donc, en fait, ils disent que les raisons pour cela est claires. Donc, et par rapport aux inégalités qui ont été observées. Donc, comment nous pouvons dire que les raisons pour l'inégalité, en fait, ne sont pas claires? Donc, c'est vraiment une opportunité qui était manquée, en fait, de bien manifester cela. Donc, ils auraient pu, en fait, dire, ce n'est pas une surprise. Les raisons pour cela sont très claires, elles sont bien documentées. Et aussi, mieux encore, nous savons quoi faire. Et donc, et nous pourrions ainsi proposer, en fait, les solutions. Ce serait une meilleure manière, en fait, de faire ce travail et de mettre en place des narratifs qui sont importants et d'indiquer les ressources qui existent dans le système. Et donc, par rapport à l'équité, souvent la question que je me demande, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour obtenir les différents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir en fait le pire résultat? Souvent, quand je pose cette question, les gens posent des questions, les gens ont vraiment ce genre de sourire. Après, on commence à déterminer en fait des listes pour ça. Et la prochaine question, c'est donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant? Et donc, on se rend compte que souvent, les deux listes se ressemblent. Et donc, nous savons, en tant que praticiens, en prenant des décisions, nous savons que la part de ce que nous faisons n'est pas vraiment aligné en fait sur l'équité en matière de santé. Donc, nous savons qu'il y a des pratiques que nous devons abandonner. Et donc, tant que nous ne les abandonnerons pas, nous ne pourrons pas adopter de nouvelles politiques et approches qui sont plus équitables. Donc, en termes de domaine d'investissement, donc ça a été déjà mentionné, mais je pense que c'est important de penser au changement climatique. Donc, c'est quelque chose dont on va parler en termes d'équité, en fait, communautaire, les soins de garderie aussi, comme un domaine d'investissement, a été mentionné, un logement abordable. Donc, l'année dernière, les coûts du logement ont augmenté de 25. Et donc, ça, c'est pendant une pandémie. Une augmentation de 25 dans une situation comme dans beaucoup de villes, comme Toronto et d'autres villes. Le logement n'était pas vraiment à la portée de toutes les bourses. Donc, donc, je pense que c'est important que le gouvernement vienne régler en fait les prix du logement. Donc, il va falloir continuer à faire le plaidoyer par rapport à un emploi digne, par rapport à des emplois, des congés maladie,
à investir en fait sur dans la santé mentale, sur la couverture en fait des médications qui ont été prescrites et aussi des soins à longue santé. La pandémie nous a montré en fait qui étaient nos priorités. Donc, si on voit en fait l'impact de la COVID-19 sur les foyers de soins à longue durée, donc cela nous montre à quel point nous ne donnons pas d'importance aux personnes âgées dans notre société. Donc, comment nous pouvons-nous partager ces ressources, investir dans ce système de manière plus durable? C'est une question à se poser. Donc, un autre domaine d'investissement pour moi, c'est le système de justice criminelle. En tant que domaine, nous sommes appuyés sur les forces de l'ordre pour mettre en place beaucoup des régulations de la pandémie. Et, et donc, et donc, on voit que les mêmes politiques inéquitables sont mis naturellement en place pendant le déroulement en fait, des politiques en fait, de la COVID-19. Donc, il faut vraiment mettre un changement afin de créer un système qui fonctionne pour les communautés. Donc, en termes de valeurs, je pense que nous avons vu aussi l'importance de la solidarité et je pense que, comme Muzundar est ici, nous avons fait un travail donc sur le travail pour promouvoir l'équité en matière de santé. Nous avons parlé en fait de l'amour et donc pour ceux d'entre vous qui faites la promotion de la santé, vous vous rappelez peut-être la charte d'Ottawa qui parlait de l'amour comme une valeur fondamentale pour pouvoir organiser en fait la vie sociale. Et donc, je pense que si nous retournons à ces valeurs fondamentales et nous posons la question, est-ce que nous sommes en train de développer des politiques à tous les niveaux qui sont en fait alignées avec ces valeurs que nous voulons, que nous savons qui peuvent promouvoir la santé? Euh, pour moi, toutes les questions, c'est est-ce que nous pouvons continuer est-ce que nous allons continuer à construire des systèmes qui sont construits sur la logique coloniale et nous attendre à d'autres résultats? C'est la question que je me pose. Donc, voilà. Donc, merci, Soumé. Euh, euh, je pense que Claire O'Gorman vient d'inclure dans la boîte de conversation fait, en fait, ces différentes ressources. Donc, merci encore d'avoir résumé, soumis toutes ces conversations en avril l'année dernière et de les connecter à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et donc, je pense que dans la charte d'Ottawa, en fait, l'amour et la paix, en fait, faisaient partie, en fait, de ces valeurs fondamentales et nous rappelaient, et merci d'avoir rappelé, en fait, ces valeurs de base.